EdexVox podcast. Powerful thinking for promising tomorrows. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EdexVox podcast. Alors, quelles sont les nouvelles aspirations des jeunes générations? Quel sens donnent-elles à leur engagement? Qu'attendent-elles aujourd'hui de l'entreprise pour leur emploi et au-delà? En regard, comment les entreprises comprennent-elles les nouvelles générations et comment garantissent-elles leur engagement? Je suis Quentin Génissel, ancien étudiant du Master EDEC et aujourd'hui responsable pédagogique chez Philonomist. Je suis moi-même représentant des générations nouvellement entrées sur le marché du travail, puisque j'ai fini mes études en 2017. Et suite à la publication d'une étude menée conjointement par l'EDEC New Gen Talent Center et le cabinet de conseil en management et technologie Bearing Point, autour des nouvelles attentes des jeunes générations, j'ai voulu en savoir plus sur ces sujets. Nous allons donc nous pencher aujourd'hui sur le sujet et essayer de comprendre les aspirations et la vision de l'engagement de toute une classe d'âge. Nous allons y confronter la manière dont les entreprises s'emparent de ce sujet hautement important pour elles, puisqu'il va y avoir un impact sur la valeur humaine et sur les mécanismes de réussite de toute l'organisation. Nous allons tenter de comprendre si les mesures accompagnant la loi Pacte, en particulier la raison d'être, sont à même d'améliorer la dynamique d'engagement des nouvelles générations. Je dialogue donc aujourd'hui avec Manuelle Malo, directrice carrière et prospective de l'EDEC Business School, fondatrice aussi du New Gen Talent Center, et avec Olivier Parent du Châtelet, associé chez Bearing Point, en charge du pôle de conseil en ressources humaines au sein de l'équipe People and Strategy. Donc bonjour Manuelle, bonjour Olivier. Bonjour. Tout d'abord, donc pour commencer, bienvenue. Et une première question à Manuelle, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les aspirations des jeunes générations et leur vision de l'engagement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, les nouvelles générations arrivent sur le marché du travail, en fait, avec des idéaux et puis des défis qui sont propres à leur époque. Mais ils donnent une définition de l'engagement qui apparaît très personnelle, presque intime, en fait. Ils définissent l'engagement comme une liberté de contribuer à l'intérêt général, au-delà de sa mission et conformément à ses valeurs. Donc, ils définissent l'engagement comme un alignement à leurs convictions personnelles, un choix délibéré de contribuer à un objectif qui a du sens pour eux et pour lequel ils ont un intérêt. Ils s'engagent aussi pour servir une aventure collective parce qu'ils reçoivent de l'énergie qui est générée par l'atteinte et la poursuite et l'atteinte d'un objectif commun. Pour eux, s'engager, c'est dépasser les attentes de l'entreprise, c'est la contribution supplémentaire que l'on peut attendre, normalement dans un poste. C'est une volonté finalement d'être proactif dans ce qu'on peut proposer à l'entreprise pour son développement. Alors, les aspirations des jeunes restent sur une entreprise à taille humaine, le rêve de l'entrepreneuriat reste fort également. Ils continuent de rêver aux entreprises privées, même si aujourd'hui on constate dans notre étude que les entreprises coopératives et mutualistes sont le statut d'entreprise idéal pour notamment 25% des ingénieurs. En matière d'organisation, ils privilégient une organisation structurée autour de l'agilité. Dans une entreprise de type innovatrice, ils souhaitent travailler fonctionnant en mode projet, ou alors dans une structure plus entrepreneuriale, justement, qui soit simple et flexible. En matière d'aspiration également, ils souhaitent acquérir de nouvelles compétences, se développer personnellement et professionnellement constamment, prendre des responsabilités. Et enfin, un mot qui revient très souvent, avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. À noter que la rémunération ne semble pas prioritaire, de même que le prestige de l'entreprise n'apparaît pas un élément de moteur d'engagement. Un mot peut-être des pratiques managériales. Ils attendent beaucoup de reconnaissance de leurs managers, des feedbacks réguliers, un accompagnement des managers. En fait, ils attendent finalement, c'est un vrai challenge pour les managers, c'est à la fois de donner et de faire confiance. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est un manager qui ne serait qu'autoritaire ou uniquement statutaire. Ils veulent un manager de la compétence. Est-ce que vous avez noté une évolution récente dans les attentes que vous venez de citer
notamment attentes liées à la crise sanitaire? Alors, effectivement, aujourd'hui, les jeunes ont envie d'établir une forme de nouveau contrat social ou moral avec les entreprises. Depuis 3-4 ans, on voit émerger de façon très forte, en même temps finalement que se manifeste pour un monde plus écologique, finalement des attentes qui rendent l'entreprise redevable face aux enjeux du monde. Ils estiment que la responsabilité sociale et environnementale, la RSE, conduit l'entreprise à être redevable des conséquences de son développement et de son modèle de croissance. Et ça, c'est assez nouveau. Et faire face à ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, finalement, est devenu la nouvelle condition de l'engagement des collaborateurs. C'est exactement ce qu'ils nous disent dans notre étude, avec 3 premiers enjeux prioritaires pour lesquels l'entreprise doit s'engager, qui sont pour eux la garantie de bonnes conditions de travail à donner aux salariés, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains, mais aussi la mesure et le contrôle de l'impact environnemental, avec pour ce dernier élément, surtout pour les profils issus d'écoles d'ingénieurs qui sont très sensibles aux enjeux environnementaux. Les jeunes sont d'ailleurs finalement assez confiants dans cette capacité des entreprises à garantir de bonnes conditions de travail, mais doutent un peu plus sur la capacité des entreprises à s'engager pour ces enjeux environnementaux et entre autres pouvoir mesurer, contrôler son impact et offrir des produits et services verts. Ils semblent un peu moins confiants. D'accord, merci pour ces éclairages. Olivier, de votre côté, que pouvez-vous dire des perceptions que vous avez eues des quelques 15 entreprises que vous avez rencontrées dans le cadre des entretiens individuels? Est-ce que les retours sont les mêmes? Oui, ils sont en grande partie les mêmes, mais ils divergent un peu sur certaines thématiques, notamment sur des sujets plus individuels. En contrepoint donc des attentes qui ont été exprimées par les jeunes générations, que Manuel a pu présenter il y a quelques instants, quand nous avons interrogé une quinzaine d'entreprises pour savoir comment elles percevaient cet engagement, comment elles percevaient les attentes des nouvelles générations, on a pu identifier 2 types d'engagement qui pouvaient se traduire devant deux dimensions complémentaires. Une dimension collective et une dimension individuelle. Quand on regarde la dimension collective, les entreprises pensent qu'elles doivent apporter des éléments de réponse aux collaborateurs sur des questions suivantes, sur le sens que l'entreprise doit apporter, sur l'impact économique, social, sociétal ou écologique qu'elle doit maîtriser, quelles sont les opportunités que l'entreprise peut permettre en termes d'action pour le bénéfice de la société au sens large. Donc il y a un vrai enjeu dans la capacité à répondre d'un point de vue sociétal sur le rôle de l'entreprise. Mais en parallèle de cette dimension collective, il y a une vraie dimension individuelle qui apparaît de manière extrêmement présente. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue par les entreprises. Et il s'agit d'apporter des éléments de réponse aux collaborateurs sur les responsabilités qu'ils peuvent prendre, sur les environnements de travail qu'on peut leur proposer en matière d'espace de travail, de collaboration ou de méthodes modernes et digitales. Ça peut être aussi proposer des éléments de flexibilité un peu innovantes en termes d'organisation du temps de travail, mais également de respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça peut être aussi des engagements en termes de développement personnel, avec des parcours personnels intéressants, mais également des participations à des projets transverses. Et puis un sujet autour de la rémunération, qui pour les entreprises reste assez clé en termes de réponses qu'elles doivent apporter, avec une appréhension de cette logique de rémunération qui peut être plus globale que la pure rémunération financière, puisqu'on peut intégrer aussi une rémunération dite non financière, sous forme de reconnaissance globale. Maintenant, cette dimension collective, elle reste forte de la part des attentes des jeunes générations vis-à-vis de l'entreprise. Maintenant, on pense qu'aujourd'hui, et ça c'est un constat qui a été fait par les entreprises, que les jeunes générations attendent des réponses à des questions qui sont encore très individuelles. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, l'engagement social ou sociétal de l'entreprise était quelque chose d'important et de différenciant aux yeux des jeunes générations. Aujourd'hui, les jeunes générations considèrent en fait que cet engagement social ou sociétal doit être un must-have, ça doit être un prérequis pour pouvoir être entre guillemets éligible aux yeux des plus jeunes pour pouvoir intégrer une société. Et la réelle différence entre les entreprises va se faire sur des éléments plus individuels en termes de différenciation, et notamment sur la rémunération ou notamment sur l'environnement de travail. D'accord, merci. Oui, très clair cette distinction entre les attentes individuelles et les attentes collectives des entreprises. Elles ont ces leviers-là pour pallier à ce hiatus.
Alors, j'ai une question un peu plus générale, peut-être pour Manuel. Donc, on parle de plus en plus de raison d'être définie dans la loi Pacte. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans l'engagement des collaborateurs? Alors c'est effectivement un point que nous avons essayé de mesurer dans notre enquête. Donc depuis 2019, le nouveau cadre législatif, donc cette loi Pacte, donne la possibilité aux entreprises d'inscrire leur volonté d'engagement pour une société durable dans leur statut. Donc nous avons voulu mesurer effectivement cet impact sur l'engagement des collaborateurs. 2 tiers d'abord des étudiants et jeunes professionnels ont déjà entendu parler du concept, mais quand on leur définit, leur explicite, ils en font non seulement un moteur pour participer à cette contribution de l'entreprise vis-à-vis des grands enjeux sociétaux, mais aussi un levier d'attraction pour ces entreprises au moment du recrutement. Donc on sent bien que c'est un élément important, peut-être en potentiel ou en devenir pour eux. 80% à peu près nous disent que c'est un moteur d'engagement global au sein de l'entreprise, avec des jeunes femmes qui sont plus convaincues que les hommes, et surtout avec plus de détermination lorsqu'il s'agit de l'attraction de l'entreprise ou de sa participation pour des actions concrètes en fait, sur les enjeux de soutenabilité. Ils mettent une condition en fait, à ce que cette raison d'être soit un levier d'engagement. Et cette condition, notamment, c'est le développement de leurs compétences sur ces enjeux sociétaux et environnementaux. Pour eux, c'est absolument essentiel. De même que pour rendre cette raison d'être opérationnelle, ils sont en demande donc finalement à la fois donc je l'ai dit de formation, mais aussi de pouvoir contribuer avec l'entreprise à des activités qui vont au-delà de leur périmètre de poste. Et si possible, que cette raison d'être, finalement, apparaisse et soit pris en compte dans les fiches de poste d'objectifs, dans les objectifs, en fait, qui leur sont liés. Et il y a une notion intéressante, c'est que 40% des répondants trouveraient complètement engageant qu'une partie de leur rémunération soit liée à l'atteinte des objectifs extra-financiers de l'entreprise, dans le cadre de sa raison d'être. Dernier point sur la raison d'être, ce sera un levier d'engagement, mais c'est conditionné au passage aux actes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de communication. Les collaborateurs vont attendre des actions très concrètes et pas uniquement de la communication. Donc ce sont finalement des salariés qui seront convaincus, formés aux enjeux, on l'a dit, et impliqués, qui vont pouvoir opérer des changements et s'engager. D'accord, merci Manuel pour ce tableau côté jeune. Quant à vous, Olivier, pensez-vous que la raison d'être soit à même de transformer la réponse des entreprises aux besoins des nouvelles générations? Alors dans le cadre de notre étude, effectivement, nous avons posé la question aux entreprises pour savoir si la raison d'être était effectivement un véritable levier d'engagement de l'ensemble des collaborateurs, mais également des plus jeunes générations. Et on a pu constater, on va dire, plusieurs types de réponses de la part des entreprises. Un premier type d'entreprise, en fait, qui a déjà mis sa raison d'être en place, qui l'a déjà définie et qui a constaté un impact extrêmement positif sur l'engagement. On a un exemple concret d'une grande entreprise bancaire française qui avait défini sa raison d'être avant la crise. Et à l'époque, cette raison d'être avait été perçue comme étant avant tout un effet un peu marketing aux yeux des collaborateurs internes de cette entreprise. Et la crise Covid que nous avons vécue ces derniers mois, si tant est qu'elle a pu avoir une valeur ajoutée, elle a permis de mettre en évidence le contenu de cette raison d'être et d'apparaître comme étant véritablement signifiant aux yeux des collaborateurs de cette banque, puisque, comme on peut le comprendre, les banques ont joué un rôle assez significatif dans le financement et la sécurisation économique d'un certain nombre d'activités en France, du fait des prêts bancaires en fait, qui étaient alloués via la loi proposée par l'État. Donc, dans ce cadre-là, la raison d'être a vraiment été incarnée de manière opérationnelle, certes en écho avec la crise, mais en tout cas, elle a eu un écho très positif sur le sens de l'action de chacun des collaborateurs appartenant à cette entreprise. Ensuite, on a pu identifier un deuxième type d'entreprise pour lesquelles finalement les projets de raison d'être ont été largement ralentis en fait à cause de la crise du Covid. Mais ceci dit, elle compte quand même les mener à bout pour pouvoir justifier cette loi comme étant un levier d'engagement vis-à-vis des collaborateurs.
Et puis on a un troisième type d'entreprise en fait qui se pose encore la question. Elles vont peut-être définir cette loi Pacte, mais elles n'en ressentent pas forcément le besoin, car aujourd'hui en fait les valeurs ou le sens ou la culture de l'entreprise, et on pense notamment aux environnements mutualistes, sont déjà suffisamment prégnants en interne dans les organisations que le fait de passer par un artifice législatif ne s'impose pas comme étant une évidence. Donc il y a tout un tas d'entreprises qui déjà opérationnellement essaient d'incarner aux yeux des collaborateurs, on va dire les valeurs et le sens qu'elles portent, sans forcément besoin de passer par cette logique de loi Pacte. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que une des questions de fond sur, on va dire, la reconnaissance par les salariés des bénéfices de la loi Pacte, ça va être la capacité de l'entreprise à traduire de manière opérationnelle, en actes concrets, les engagements qui sont pris d'un point de vue marketing. Et donc ça, c'est un point extrêmement important, et en particulier auprès des jeunes générations, qui attendent un vrai alignement entre les discours, les valeurs et le sens prôné par l'entreprise, et puis sa traduction opérationnelle, de manière à ce qu'on puisse, en tant que collaborateur, avoir un impact au quotidien, en ligne avec l'affichage de ces valeurs ou de cette raison d'être. Merci beaucoup pour cet éclairage, Olivier. Une question qui s'adresse à vous deux. Au-delà donc de ces nouvelles pratiques, quelle sera la place de la raison d'être et de toutes les nouvelles pratiques qui l'accompagnent dans un contexte annoncé de crise, peut-être sur un moyen terme, plus qu'un court terme finalement? Manuel, peut-être, dans un premier temps? Alors, en réduisant en fait les opportunités pour les jeunes diplômés, la crise économique va en partie résoudre la question de l'attractivité et de la fidélisation des jeunes cadres. Mais la problématique de l'engagement, et nous en sommes convaincus avec Olivier, en sera inversement plus aiguë. Finalement, toutes les générations cherchent à trouver du sens dans leur choix de vie et de carrière, mais cette génération, ces nouvelles générations, font de cette quête finalement un préalable fondateur de l'engagement, et aucune crise de l'emploi ne pourra réduire cette quête. Finalement, recruter plus facilement pour l'entreprise, ça ne va pas exonérer les entreprises d'une réponse aux questions de sens, d'impact et d'utilité sociale dans les emplois. Finalement, bien au contraire, on l'a vu, ce besoin d'utilité a été renforcé par la crise sanitaire des collaborateurs. On a parlé de première ligne, deuxième ligne, mais le souci des collaborateurs, c'est de ne pas occuper ces fameux bullshit jobs, ces jobs qui n'ont pas de sens pour eux. Et finalement, ça a rendu les entreprises redevables des enjeux de la croissance et de la marche du monde, au fond. Et en redéfinissant cet engagement par l'alignement aux valeurs, au sens du collectif, au challenge, les jeunes générations ont redessiné ce qui donne du sens au travail, et ce, quelle que soit finalement la situation. C'est finalement un changement de paradigme, et la crise va accélérer ce changement de paradigme. Je m'engage si l'entreprise s'engage, l'engagement de l'entreprise pour les grands enjeux du monde contrepartie de l'engagement des collaborateurs pour son développement. Finalement, on pourrait presque dire que l'engagement, c'est le supplément d'âme que les collaborateurs vont donner à leur mission. Et dans un contexte sanitaire et économique difficile, on a encore plus besoin de ce supplément d'âme, comme la raison d'être finalement, et sans doute le supplément d'âme que les entreprises se donnent, et là encore plus important dans une période difficile. Merci Manuel. Et vous Olivier, selon vous, à court, moyen terme, dans ce contexte de crise? Alors la crise aujourd'hui, elle est assez symptomatique en fait d'une logique d'inversion des rapports de force entre les jeunes collaborateurs en fait qui cherchent à rentrer dans le monde du travail et puis les entreprises. Il y a encore quelques années, en fait, c'était beaucoup le jeune qui choisissait l'entreprise, notamment au regard des conditions, on va dire, collectives et individuelles que j'évoquais précédemment, qui étaient proposées par les entreprises, mais c'était beaucoup le collaborateur qui choisissait. Aujourd'hui, il y a un peu d'inversion d'un rapport de force parce que l'entreprise se retrouve en position en fait de faire des choix directement par rapport à des candidats qui sont malheureusement assez nombreux sur le marché du travail. Il n'en demeure pas moins que cette logique de sens en fait va rester fondamentale. Le choix d'un jeune en fait pour entrer dans une entreprise, c'est un double choix qui va être largement fondé sur cette logique de sens et de perspective en termes d'engagement social et sociétal.
Maintenant, on voit encore une fois ressortir et résurgir des attentes encore extrêmement individuelles. On voit que la crise a remis en exergue en fait des sentiments comme la sécurité, qui avaient a priori disparu depuis quelques années maintenant. Mais la sécurité redevient un sujet extrêmement important en fait d'engagement des plus jeunes. Sécurité physique, sanitaire, psychique, mais également sécurité de l'emploi. Et donc ça veut dire que derrière, les entreprises vont devoir à court terme, par rapport à cette crise, en fait, prendre la mesure de cette logique de sécurité et accorder en particulier une attention forte sur des logiques d'onboarding, d'intégration des collaborateurs, mais aussi de sécurisation de l'environnement de travail pour qu'on préserve ces enjeux de sécurité revendiqués par les plus jeunes. Mais au-delà de la partie crise sanitaire du moment, je pense que les entreprises, elles ont commencé à le faire depuis maintenant quelques années, mais la crise va accélérer en fait ce phénomène. Les entreprises vont en profiter en fait pour essayer de refonder un nouveau contrat social. Quels sont les engagements réciproques que je peux écrire et formaliser et surtout concrétiser entre ce que représente l'entreprise et ce que peut faire le collaborateur au sein de cette entreprise. Et donc ça va passer par des refontes d'organisation des modalités de travail, ça va passer par des refontes du mode de management, avec des managers qui vont être encore plus en proximité, fondés sur une logique de confiance, mais également en fait sur des logiques potentiellement de nouvelles manières de rémunérer, mais sans forcément avoir des rémunérations à court terme très financières, mais sous une forme de reconnaissance plus globale de l'investissement du collaborateur. Et je pense que le vrai enjeu dans les années qui viennent, ça va être cette capacité des entreprises à recréer un nouveau contrat social qui finalement fait qu'une entreprise, ça correspond à un collectif d'individus et pas juste uniquement en fait des individus qui travaillent les uns à côté des autres. C'est en réelle cohésion globale et identitaire fondée en fait par les enjeux collectifs de l'entreprise. Merci beaucoup, merci Olivier. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode qui ouvre, on l'a vu, de nombreuses perspectives d'analyse et d'observation que nous devrons mener côté jeune génération comme côté entreprise dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup Manuel et Olivier pour vos éclairages sur la notion d'engagement et sur son importance à la fois pour les salariés, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, et pour la réussite de l'organisation. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain numéro d'EDEC Vox Podcast. Merci à tous.